Bienvenue à toutes et tous à ce nouveau numéro d'entretien magazine qui traite notamment les sujets d'actualité sur votre télévision digitale Congo. Un invité pour ce nouveau numéro, un ancien ministre en République démocratique du Congo, ancien ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Actuellement, il est sénateur notable dans la province du Nord Kivu, mieux dans le territoire de Rutshuru. Il va nous dire si c'est réellement ça. Professeur également des universités. Notre invité est Célestin Vunabandi. Bienvenue à vous. Merci. C'est un nom, en tout cas, à ne pas présenter. Vous êtes un habitué des médias. On se rappelle encore lorsque vous étiez ministre du Plan et surtout qu'il y avait la mention suivie de la révolution de la modernité. Actuellement, vous êtes sénateur. Vous siégez donc à la Chambre haute du Parlement. Deux sujets principaux, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous allons aborder également le processus électoral. Vous êtes notable dans la province du Nord Kivu, ce qui veut dire que vous êtes directement, bon, tout le monde, mais vous également directement touché lorsqu'il y a une situation sécuritaire précaire dans cette partie du territoire national. On va commencer par cette situation sécuritaire. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que la République démocratique du Congo est à nouveau agressée dans sa partie Est? Ça me fait très mal. Surtout lorsque c'est chaque fois Rutshuru, le Nord Kivu, qui est le point de départ de l'agression. Mais avant de pouvoir continuer, je voudrais juste faire une petite mise au point. Lorsque vous avez fait votre présentation, vous m'avez également présenté comme professeur d'université. Non, je ne le suis pas. J'ai été enseignant d'université à Goma, là il y a de cela plusieurs années. C'est autour des années 95-2000 et depuis lors. J'ai cessé avec les enseignements. Je suis un acteur politique. Le cap plus dans la politique. Notable, voilà, c'est un peu cela. C'est important de le dire. Merci à vous. Donc, c'est une situation qui vous dérange, surtout que vous êtes également sénateur élu, je pense, de la province du Nord Kivu. Oui, je suis sénateur élu de la province du Nord Kivu. Je suis originaire du territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, comme vous le savez, le territoire de Rutshuru est occupé par les M23, ou par le Rwanda, finalement, qui se cache derrière les M23. Ils ont progressé, comme vous le savez. Ils sont allés bien au-delà du territoire de Rutshuru. Ils sont actuellement en territoire de Massissi. Ils ont leur visée sur Goma, qui est, je dirais, pratiquement à leur portée parce qu'ils ne sont pas très très loin de la ville de Goma. Et donc, comme vous le disiez, c'est une situation qui nous préoccupe énormément, parce que cela procède en fait de l'insécurité et de toute la situation précaire qui caractérise la population. Aujourd'hui, des déplacements massifs de population, une situation de précarité dans les camps de déplacés, beaucoup d'écoles qui ont fermé, beaucoup d'enfants qui meurent de faim, donc c'est manifestement... D'ailleurs, on va également aborder la situation humanitaire, également de processus électoral pour parler de l'enrôlement des électeurs qui doit commencer dans la province du Nord Kivu. Alors, parlons de cette énième agression. Devrions-nous parler d'une agression rwandaise ou de Paul Kagame? Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une agression rwandaise. Bien sûr, le Rwanda aujourd'hui qui est incarné par un pouvoir. Le pouvoir est celui de Paul Kagame. On a comme l'impression que depuis quelques années, le Congo est devenu presque les lieux où il faut chaque fois aller quand on a quelques visées. Je dirais tout simplement qu'il y a une situation de visée hégémoniste, n'est-ce pas, du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Pensez-vous que c'est peut-être ce que est la philosophie du président Paul Kagame? Est-ce que pour que le Rwanda se développe, il faut forcément déstabiliser la République démocratique du Congo? C'est justement ce qui est assez drôle, je dirais anachronique, incompréhensible. On ne peut pas imaginer qu'un pays pense pouvoir se développer sur les dos de notre pays. Je crois que deux pays qui sont côte à côte sont appelés à vivre en harmonie, une coopération en pleine coopération, n'est-ce pas? Et donc il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités pour le Rwanda, pour l'Ouganda, pour le Burundi, pour tous ces pays de la région des Grands Lacs, de pouvoir se développer en partant, n'est-ce pas, en profitant du potentiel économique immense que représente le Congo. Le Congo, c'est un pays qui a une vocation, je dirais,
régionales, internationales. Et ces pays, n'est-ce pas, devraient pouvoir profiter de cette situation au lieu de se poser en agresseur et en pilleur des ressources naturelles. D'ailleurs, de part et d'autre, la province du Nord Kivu, qui est proche au Rwanda, via la cité de Gisenyi, il y a des Congolais qui parfois habitent à Gisenyi pour venir travailler au Nord Kivu et vice-versa. Ça devrait normalement pousser les dirigeants des deux pays, notamment du Rwanda, à vouloir plus de paix entre nos deux nations. Exact, exact. Ce qui n'est pas le cas. Exact. En temps normal, en fait, il y a un trafic très important entre le Rwanda et le Congo. En temps normal, il y a des échanges assez immenses au niveau de la région. Je peux vous dire qu'en temps normal, le trafic frontalier entre Goma et Gisenyi représente environ 45 000 personnes par jour. Je dis bien en temps normal. Et donc, voyez-vous, ces deux pays qui sont appelés à vivre en parfaite harmonie, en parfaite entente, et fort malheureusement, la RDC est tout le temps victime de l'agression du Rwanda. Victime de l'agression du Rwanda qui brandit, je parle du Rwanda, donc automatiquement le président Paul Kagame dans sa politique, qui brandit les raisons sécuritaires au départ, qui brandissait cela, qui insiste même à ce sujet de vouloir combattre les FDLR, qui tenteraient de déstabiliser le pouvoir au Rwanda. Et après, il y a peu, soutenant le M23, puisqu'il y a des rapports de l'ONU qui confirment cela, le président Kagame parle de vouloir protéger notamment les Tutsis congolais, les Banya Rwanda, cette communauté parfois qualifiée de minoritaire, même si le terme minoritaire n'est pas apprécié par tous. Il dit vouloir protéger ce peuple-là qui pour lui est marginalisé sur le territoire congolais dans la partie Est. Oui, voilà, vous avez raison. C'est ce que j'appelais visée hégémoniste. Lorsqu'un pays estime qu'il a le droit d'entrer sur le sol d'un État voisin, soi-disant pour protéger ou pour y poursuivre qu'il veut, c'est de l'hégémonie, c'est du désordre. Et parlons d'abord des FDLR. Les FDLR sont, comme vous le savez, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de la guerre qui a frappé le Rwanda autour des années 1993. Il y a eu des réfugiés rwandais qui se sont déversés sur le Congo. On a vu, n'est-ce pas, les anciens militaires rwandais qui se sont déversés sur le Congo avec armes et munitions. Ça, tout le monde l'a su. Mais tout cela s'est fait au vu et au su de la communauté internationale. C'est parti après mais voyez-vous, imaginez-vous que depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, on a pratiquement 30 ans. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui reste encore de cette force qui aurait dû, à l'époque, qui constituait réellement une menace contre le Rwanda. Et en ce temps, il y avait quand même beaucoup plus de jeunes. Voilà, exact. On apprend que la majorité Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis 30 ans Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis 30 ans? Et donc, moi, je ne suis pas du tout sûr, n'est-ce pas, que les FDLR pourraient constituer un danger pour le Rwanda. Je ne connais pas ce que donc ils représentent, mais je me dis certainement qu'ils ne représentent pas grand-chose. C'est une force certainement insignifiante, encore que il y a eu plusieurs occasions au cours desquelles les Rwandais étaient autorisés, en son temps à l'époque, n'est-ce pas, à procéder à des rapatriements. Pas seulement à des rapatriements, mais parfois à des incursions autorisées, à des opérations de poursuite de ce qui pouvaient représenter comme danger contre le Rwanda. Souvenez-vous. Il y a même eu des opérations mixtes. FARDC, UPD, l'armée rwandaise, je pense, force armée rwandaise. Le RDF, n'est-ce pas? On a connu, que ce soit à l'époque du RCD, que ce soit avec tout ce qui s'est passé. Par la suite, on a eu des opérations, n'est-ce pas, conjointes parfois, si pas autorisées par le Congo, qui auraient dû permettre, n'est-ce pas, au Rwanda de mettre fin à cette menace. Donc aujourd'hui, je voulais dire que les FDLR, pour moi, ne devraient pas constituer une raison suffisante pour entrer au Congo. Aujourd'hui, maintenant, on évoque cette problématique de protection des Tutsis congolais et plus généralement, comme vous l'avez dit, des Banyarwanda. Première chose, je voudrais dire, je ne suis pas sûr que les Tutsis auraient donné mandat au Rwanda pour pouvoir les protéger. Je ne suis pas Tutsi, je ne saurais pas le dire, mais si tel devait être le cas, alors ils se mettent en danger eux-mêmes. Je ne vois pas comment un peuple pourrait permettre qu'un État voisin, un peuple qui se réclame être d'un pays, avoir la nationalité d'un pays, pourrait, n'est-ce pas, permettre à ce qu'un pays voisin
puisse entrer soi-disant pour le protéger. Ce serait se mettre en danger, se mettre en difficulté vis-à-vis des autres citoyens congolais. Le Donc, ministre d'État en charge des ITPR qui était mardi dans un briefing presse aux côtés du ministre porte-parole du gouvernement l'a évoqué également. Il a clairement dit qu'il y a des gens qui se présentent comme porte-parole des Tutsis congolais. Le ministre des ITP qui a reconnu être de cette communauté, il a dit qu'ils n'ont donné mandat à personne et que d'ailleurs ce prétexte brandi par le Rwanda mettait en danger cette communauté. Exact, c'est ce que je disais. Mais alors, je disais que plus généralement, on a tendance à aller au-delà des Tutsis congolais, on parle des Banyarwanda. Et lorsqu'on parle des Banyarwanda ici, pour les M23 et séparer le Rwanda, en fait, ils ont tendance à vouloir, n'est-ce pas, aller bien au-delà des Tutsis pour vouloir même assimiler les Hutus congolais. Je voudrais dire ici que, à ma connaissance, moi je suis de la communauté Hutu, je ne me souviens pas un seul instant qu'il y ait eu un notable Hutu ou une organisation de la communauté Hutu qui a déjà demandé une quelconque protection de la part de Kigali. Et on n'en a pas du tout besoin. La communauté Hutu, elle est congolaise, elle se sent très à l'aise au Congo. Je voudrais vous dire que la communauté Hutu, c'est une des communautés les plus importantes de la région, sinon du pays. Elle représente pratiquement 40% de toute la population du Nord Kivu. Dans toute la région des Grands Lacs, c'est par dizaines de millions de personnes. Ils sont au Rwanda, ils sont au Burundi, en Ouganda, au Congo, en Tanzanie. Et en République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo. Et donc, ce n'est pas au Congo qu'ils se sentiraient menacés au point de vouloir la protection d'un État voisin. Et donc, je voudrais dire qu'il s'agit là d'un prétexte que nul ne pourrait accepter et que nous tous, je dirais, quand je dis nous tous, c'est le Congo, les Congolais de manière générale, devons combattre. Et je voudrais même profiter de l'occasion pour insister sur une chose. Il ne faudrait pas justement qu'on laisse les Rwandais soutenir qu'il y a une communauté des Banyarwanda au Congo. Parce que lorsqu'on parle de Banyarwanda ou du Munyarwanda, tout simplement on veut parler du Rwandais, n'est-ce pas? Des peuples venus du Rwanda. Peuples venus du Rwanda. Il est important que le Congo insiste sur le fait qu'il n'y a pas de Banyarwanda congolais. Il y a des Banyarwanda rwandais. Au Congo, on est Tutsi ou on est Hutu. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est pas rwandais. Et si jamais il y en a qui seraient rwandais, Hutu, Tutsi, Chi ou autre, ça c'est autre chose. C'est autre chose. À ma connaissance, la notion de Munyarwanda congolais, c'est une notion inexistante, une notion qu'il faut combattre, parce que c'est une notion qui tend à créer de la confusion, et justement à vouloir légitimer, n'est-ce pas, légitimer l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui. Alors certains disent que Paul Kagame n'est pas seul, il y a notamment des multinationaux derrière lui. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, je constate aujourd'hui que au-delà des motivations politiques, oui. Il y a des motivations économiques derrière ce qui se passe au pays. Lorsque vous regardez les statistiques des exportations, je voudrais parler ne fût-ce que du coltan et de la cassiterite, ce sont là les principaux minéraux qui sont exportés à partir de Goma et de toute la région de manière générale. J'ajouterai aussi de l'or. Lorsque vous regardez les statistiques des exportations de la région, vous constaterez que le Rwanda, à une certaine époque, a été considéré, n'est-ce pas, comme le principal exportateur mondial de ces matières. Qu'on ne trouve pas au Rwanda. Qu'on ne trouve pas au Rwanda, particulièrement, notamment le coltan, qui est principalement au Congo. L'or, particulièrement, il n'y a pas d'or au Rwanda. Mais lorsque vous entrez dans les statistiques, vous allez constater que ce pays a été à une certaine époque un grand exportateur. On a même vu le président Kagame présenter une raffinerie d'or. Une raffinerie d'or. Donc, deuxième chose, c'est qu'il faut constater qu'il y a un certain nombre de multinationales qui ont préféré ouvrir des bureaux à Kigali, à Kampala, dans toute la région, justement pour se positionner de manière à recevoir les produits miniers venant du Congo. Et lorsqu'on réalise comment les opérations se passent, on se rend compte que c'est derrière les groupes armés, c'est derrière les opérations armées que ces produits miniers sont collectés et livrés dans les pays voisins, finalement pour être blanchis et devenir des produits issus de ces pays-là. Alors qu'il est possible de mener des démarches comme ça de manière officielle auprès des autorités de la RDC. Exact, exact. Lorsque vous allez au Katanga, toutes les entreprises minières qui sont sur place
ont des permis d'exploitation, des permis de recherche. Donc il est tout à fait possible pour toutes ces compagnies qui se positionnent à Kampala, à Kigali et ailleurs, de venir au Congo, d'avoir des autorisations, les licences, et de pouvoir exploiter les produits miniers en toute légalité au lieu de se positionner presque en pilleur derrière un État voisin. Est-ce que la manière où évoluent les choses, le projet de balkanisation n'est pas à craindre? Parce qu'on sait très bien que l'objectif, entre autres, c'est isoler la RDC de cette partie du territoire. On brandit la présence des FDLR et puis on brandit la présence d'une minorité qui est marginalisée. Est-ce que c'est pas ça l'objectif? Cela pourrait être un objectif, ça pourrait être une visée. Et donc nous devons être très très vigilants. Je soutiens que cela pourrait être un des objectifs lorsque je note par exemple aujourd'hui que lorsque les forces de l'EAC sont venues nous aider se positionnent, pas pour nous aider, n'est-ce pas, à évacuer les groupes terroristes de M23, mais plutôt pour créer une zone tampon au profit de je ne sais quelle position. Créer une zone tampon en nous interdisant d'attaquer les M23 ou d'entrer dans cette zone. En fait, c'est pratiquement présager ou se mettre en prélude, n'est-ce pas, de la mise en place, ou plutôt c'est une sorte de prélude de ce que vous avez appelé la balkanisation. À qui profite cette guerre selon vous? Les multinationaux Cette guerre profite d'abord à ceux qui nous agressent aujourd'hui. On connaît qui est l'agresseur. Aujourd'hui on parle du M23, mais le M23 en fait n'existe pas. Le M23 c'est juste un petit paravent. Je peux vous dire, moi je suis de Rutshuru, je connais très bien Runyoni et toutes ces collines Mbouzi où se trouvait le M23, c'est non le de mon village natal. Le M23 ne pouvait pas être à 200 individus lorsque cette guerre a commencé. Et je ne vois pas où est-ce qu'ils ont pu trouver d'autres unités. Aujourd'hui, donc, on sait qui est l'agresseur, n'est-ce pas? Et on sait donc que s'il y a quelqu'un qui profite de la guerre, c'est l'agresseur. Et de quoi profite-t-il? Il y a beaucoup de choses. Nous venons tout à l'heure parler de motivation économique, n'est-ce pas? Il y a également ces visées hégémonistes, tel que je l'ai démontré, le fait de vouloir exercer son influence sur un espace d'un État voisin, n'est-ce pas? On voit de qui cela profite, ou à qui cela profite. Alors, dans la recherche de solutions, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de l'intégration de la RDC au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est. EAC, avec notamment l'envoi d'une force régionale en République démocratique du Congo. Ce sont les troupes kenyanes qui ont été les premières à venir ici en RDC. Une force régionale, vous l'avez dit, qui joue plutôt le rôle en mettant en place une zone tampon au lieu d'attaquer le M23, aider les FRDC, un peu comme l'opération UPDF, l'armée ougandaise avec le FRDC en Ituri qui visait combattre notamment les ADF. La force régionale semble être complaisante face au M23. Ça a même créé des manifestations tout récemment dans la ville de Goma où la population a réclamé auprès des autorités carrément que cette force puisse quitter le sol congolais. Cette intégration de la RDC à l'EAC, l'idée de la force régionale, quel est votre avis? D'abord, sur le principe, l'intégration à l'EAC, sur le principe, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Je pense que aujourd'hui, le monde tel qu'il évolue, on est dans la logique de faire partie des grands ensembles, des organisations sous-régionales. Cela facilite un certain nombre de choses sur le plan des échanges commerciaux. Donc ce n'était pas une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on doit compter sur les forces de l'EAC pour nous aider à mettre fin à l'agression de la RDC victime, je constate fort malheureusement qu'on s'est fait berner. Je constate que c'est des forces sur lesquelles on ne peut pas compter parce que depuis qu'elles sont là, elles ont apporté la preuve qu'elles n'étaient pas venues dans une logique offensive contre l'ennemi, mais plutôt, on dirait, pour faciliter l'occupation d'une partie du territoire national. Comme s'il fallait officialiser la présence du M23. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères l'a dit, c'est une force qui a un mandat offensif.
Mais vous avez tout à l'heure d'ailleurs utilisé l'expression, on s'est peut-être fait berner, nous de la République démocratique du Congo, mais est-ce que c'est pas le manque de tact côté congolais? Comment on peut justifier cela? Le manque de tact, bon, probablement qu'on a manqué de tact, on n'a pas été suffisamment alerte par rapport aux événements, on n'a pas eu de la vision pour savoir ce qui pouvait se profiler à l'horizon, probablement. Mais aussi, il faut noter qu'on a en face de nous des acteurs qui ne sont pas toujours de bonne foi. C'est ce que je constate. Vous avez un État voisin qui jouit d'une réputation de grands manipulateurs. Et donc là-dessus, il faut considérer que nous sommes dans un ensemble, nous y sommes de bonne foi, mais en face de nous, nous avons des acteurs, des partenaires qui probablement n'ont pas la bonne foi comme nous. Manque de sincérité sans doute parce que, à part le Burundi, les autres États sont plus anglophones. Est-ce que c'est pas à cause de ça? C'est pas une question de langue. Plutôt, vous avez utilisé le mot sincérité. Je crois qu'il y a un manque de sincérité de part et d'autre. Le Congo est de bonne foi. On y est allé en toute sincérité, espérant avoir en face de nous des acteurs de bonne foi. Et aujourd'hui, il faut en douter. Comme conséquence de cette énième guerre d'agression, la situation humanitaire qui est précaire. Vous êtes du Nord Kivu, de la RDC, mais originaire de cette partie du pays. Vous êtes élu sénateur de ce côté-là. Vous avez une base électorale, des gens qui attendent quelque chose de vous. Quelle est la situation humanitaire et quelles sont les solutions? Bon, la situation humanitaire, elle est grave. Elle est dramatique parce que, comme je le disais dans mon introduction, vous avez une population massive de déplacés. Ils sont très très nombreux aujourd'hui, c'est par plusieurs centaines de milliers de déplacés autour de la ville de Goma. Enfants, les hommes autour de la ville de Goma. Plus au nord à Lubero, nous avons même des réfugiés en Ouganda. On a des déplacés dans les Massissi, mais ce qui est dramatique, c'est que c'est des déplacés qui ne sont pas toujours assistés comme il se doit. Comme il faut. Donc la situation est dramatique. Et malheureusement, on arrive dans une période où il faut passer aux opérations d'enrôlement des électeurs. J'apprends ici et là qu'il y en a qui pensent qu'il faut commencer des opérations dans cette partie du pays. Je pense que ce serait faire preuve de cynisme. Parce que si j'ai bonne mémoire, les opérations d'enrôlement doivent commencer, je pense, d'ici le 16 février, je pense. J'ai lu un article. Exact. Et il y a même le comité de pilotage en charge de la sécurisation du processus électoral qui s'est réuni pour réfléchir sur comment sécuriser notamment les agents de la CENI et arriver à des opérations d'enrôlement en toute quiétude. Mais est-ce que cela est possible? Cela n'est pas possible. Justement, je disais que ce serait vraiment faire preuve de cynisme, ce serait indélicat pour la CENI d'organiser des opérations d'enrôlement dans des milieux de déplacement massif des populations. Aujourd'hui, le territoire de Rutshuru est occupé pratiquement, je dirais, à 90%. Je me demande si l'on doit organiser des opérations d'enrôlement, on les ferait où? Pas quand même pour les 10% restants. Déjà, dès pas dans les camps des déplacés. De la ville de Goma, c'est incroyable. Même dans la ville de Goma, s'il vous plaît, même dans la ville de Goma, aujourd'hui, vous avez une population, en fait, qui représente le double de la population de Goma, telle qu'on la connaît. Donc, aujourd'hui, organiser des opérations d'enrôlement, même dans la ville de Goma, ne serait pas du tout réaliste parce que vous risquez justement de vous retrouver dans une situation où vous mettez les électeurs dans une forme de traquenard où ils seront tous tentés d'aller se faire enrôler, mais pas dans leur milieu d'origine. Donc, moi je crois, en toute honnêteté, que la CENI doit constater qu'il n'est pas possible d'organiser aujourd'hui l'enrôlement au Nord Kivu de manière générale, mais de manière particulière à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo et à Goma. Il faut attendre que la situation se normalise. Il faut plutôt obtenir que il faut faire pression sur le gouvernement, et c'est ce que nous les élus nous faisons, faire pression sur le gouvernement pour que des opérations militaires s'accélèrent et que l'on puisse évacuer les terroristes d'M23 à leurs parrains. Et les opérations d'enrôlement ne devraient intervenir que lorsque la situation est suffisamment stabilisée, lorsque la paix est revenue. Il est possible, parce que je sais que dans les mois qui viennent,
on va procéder à la répartition des sièges. C'est peut-être ça la question. La détermination du conseil électoral. Et cela va se faire sur base aussi répartition du nombre d'enrôlés. C'est ça, des sièges. Mais moi, pour ma part, je pense que cette question ne devrait pas se poser. On peut ne pas organiser des opérations d'enrôlement dans cet espace-là. Lorsque vient le moment de déterminer le conseil électoral et la détermination du siège, on dégage les quotas revenant à ces entités sur la base de enrôlés estimés, parce qu'aujourd'hui on a des statistiques du nombre d'enrôlés estimés par circonscription. Donc sur cette base, on peut facilement dégager le nombre de sièges pour chaque circonscription, en espérant que dans l'entretemps, référer aux statistiques de 2018, pourquoi pas, en espérant que dans l'entretemps, la situation va se normaliser au cours des mois à venir et que l'on pourra alors, de manière à régulariser, procéder à un enrôlement de la population en temps voulu et dans des bonnes conditions. Le processus ne peut pas attendre. Beaucoup attendent les élections pour 2023. Et si jamais la situation ne se calme pas, est-ce qu'il faudra exclure carrément, c'est pas mon souhait, ni de la CENI, mais est-ce qu'il ne faudra pas se décider d'exclure carrément le Nord Kivu pour les élections de 2023? Non, moi je ne suis pas du tout, je ne peux pas m'imaginer un seul instant que le gouvernement pourrait décider d'exclure le Nord Kivu des opérations électorales. Lorsque le bras est malade, lorsque le doigt est malade, c'est tout le corps qui est malade. Voilà. Moi j'estime qu'il faut être réaliste et correct. Tant que l'on n'a pas encore évacué les terroristes des M23 et leurs parents de la zone qu'ils occupent aujourd'hui, il faut considérer que c'est tout le Congo qui est en guerre, c'est tout le Congo qui est en situation politiquement inacceptable sur le plan des opérations électorales. Donc il faut tout simplement admettre de retarder légèrement ces opérations, le temps, n'est-ce pas, de pouvoir régler les problèmes. Tout récemment au Sénat, en tout cas, vous avez, je ne sais pas si vous étiez de la partie, vous avez eu à entendre à nouveau le ministre national de la Défense. J'étais de la partie, j'étais là. Voilà. Quelles sont les assurances qu'il vous a données par rapport à la fin de cette guerre d'agression? Bon, il nous a livré une série d'informations tendant à démontrer que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de se réorganiser, mais qu'au-delà du court terme, justement en termes d'organisation de la chaîne logistique, qu'il y avait également un travail de réforme de fonds qui doit toucher à l'organisation de l'armée de manière générale. Nous l'avons encouragé, mais nous voulons que les choses aillent très vite. Nous pensons qu'il est possible de nettoyer la zone, il est possible de dégager les terroristes des M23 et de leurs parrains de la zone. Cela demande que les FARDC soient suffisamment appuyés en ressources, en logistique dont elles ont besoin pour faire leur travail. Cela demande une meilleure coordination au niveau de l'armée. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur place à Goma, vous allez trouver des dizaines de généraux qui sont logés dans les hôtels et qui seraient, soi-disant, conduire les opérations de guerre. Moi, comme élu, j'ai dit, c'est pas du tout sérieux. On n'a pas besoin de 10 généraux, de 15 généraux pour faire la guerre au M23, qui en face d'ailleurs prétend aligner, n'est-ce pas, des majors ou de, je ne sais pas, des capitaines. Donc on a besoin tout simplement de mieux organiser la coordination des opérations. Mais aussi il faut noter que compte tenu des possibilités qui s'offrent pour la RDC, il n'est pas exclu, n'est-ce pas, que les pays se fassent assister par des pays amis, par des amis, pour faire face à la menace. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de vouloir réaliser cette opération militaire seul, pendant qu'on peut avoir des amis qui peuvent nous appuyer. On a tout de même vécu par le passé l'expérience de Musée, paix à son âme, qui, lorsqu'il a senti que son pouvoir était menacé, a eu recours aux Angolais, aux Zimbabwéens, et qui ont permis à ce que justement la paix et la sécurité soient rétablies. Pourquoi est-ce que nos autorités ne pourraient pas penser à des formules identiques avec la force régionale, qui malheureusement ne fait pas le travail. En tout cas, pas aujourd'hui. Avec la force régionale et assez telle qu'elle est organisée, non, il ne faut pas compter sur celle-là, sauf si elle prend conscience qu'elle est venue avec un mandat offensif et qu'il faut qu'elle se range du côté des FARDC pour barrer la route à l'ennemi. Est-ce que vous pensez que avec la façon dont le président Tshisekedi s'y prend, il y a des chances
qu'il arrive à finir cette guerre? Parce que c'est une guerre quand même qu'il a trouvée. Cette situation est partie notamment de 93, vous l'avez dit, 94 génocide, une situation qui prend de l'ampleur de plus en plus. Est-ce qu'il a de la chance de trouver solution? Non, moi j'ai confiance. J'ai confiance à la capacité du chef de l'État et de son gouvernement à faire face à la situation. On sent que les choses bougent. Hein. Rappelez-vous que jusqu'il y a peu, la RDC était inscrite sur la liste, pratiquement, je dirais, était blacklistée. Nous ne pouvions pas acheter les armes en toute liberté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a quand même évolution. Il y a eu évolution. On peut aller sur les marchés, je crois, d'approvisionnement en armes et pouvoir disposer des moyens dont on a besoin pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui, on sent vraiment de la volonté, mais il faut alors vraiment passer à l'action. Nous, comme population, comme représentants de la population, nous sommes impatients. Nous avons besoin du résultat, mais admettons quand même qu'en face, on sent de la volonté et il faut encourager le chef de l'État dans cette volonté de faire face à la situation et de rétablir l'ordre et la sécurité dans cette partie. Vous représentez la population. Les manifestations récentes de la population à Goma pour fustiger justement la complaisance de la force régionale. Comment avez-vous vu cette situation? Quel est votre aperçu? Non, je pense qu'il faut encourager la population dans son droit de contester, dans son droit de protester, dans son droit de manifester. Et surtout lorsqu'il y a des choses justement pour lesquelles il faut manifester. On a en face de nous une force régionale qui est venue formellement ou sur papier avec un mandat offensif, mais dans les faits, qui se comporte plutôt comme une force d'occupation ou une force pour faciliter l'occupation. Quoi de plus normal pour la population de protester? Sauf que ce que je voudrais dire ici, il ne faudrait pas non plus que la population tombe dans les pièges de l'ennemi. Parce que j'ai vu, lorsque la population manifestait, que par-ci, par-là, il y a quelques boutiques, quelques églises, quelques magasins, quelques maisons appartenant à des privés qui avaient été pillés. Cela justement risquait de donner prétexte à ces pays voisins qui prétendent vouloir, n'est-ce pas, sauver une population en détresse. Donc là, j'ai comme l'impression que pendant que les organisations de la société civile organisent ou pensent à des manifestations, il y a peut-être quelques infiltrations qui profitent de l'occasion pour semer le désordre, et ça, il ne faudra pas que nous puissions tomber dans ces pièges. À l'avenir, je voudrais inviter donc mes frères et sœurs de Goma, de la province du Nord Kivu de manière générale, à être beaucoup plus vigilants, à être beaucoup plus prudents dans la manière d'organiser leurs manifestations, de les faire pacifiquement, on n'a pas besoin de casser, et de faire en sorte que les choses se passent. Parce que lorsqu'il y a casse sur le plan économique, on recule quand même. On recule, c'est la population qui perd. Est-ce que Célestin Boulabandi s'est fait enrôler déjà? Malheureusement non. J'espérais me faire enrôler chez moi, à Rutshuru. Fort malheureusement, Rutshuru est encore occupé. Et j'espère que très rapidement, les M23 et ses parrains vont être évacués. Et que donc j'aurai l'occasion de me faire enrôler à Rutshuru. Donc vous tenez à le faire que là-bas? Je tiens à le faire chez moi. Et est-ce que vous faites confiance à l'équipe Kadima? Parce qu'il y a encore, bon, ce n'est plus comme avant, mais il y a encore quelques petites contestations. L'on se rappellera comment est parti le choix sur Denis Kadima, les 8 confessions qui ne s'entendent pas, 2 qui se retirent, confession religieuse, l'Église catholique, la SENCO et les CC. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il faut faire confiance à Denis Kadima, qui d'ailleurs a beaucoup avancé, publication du calendrier électoral, enrôlement des électeurs, opérations en cours? Est-ce qu'il faut faire confiance à Kadima et son équipe? Vous-même, vous venez d'utiliser le mot, la CENI a beaucoup avancé. Je crois que la brouille qu'on a connue tout au début, il faut mettre ça sur le compte du passé. C'est une brouille qu'il faut mettre sur le compte. Les Congolais, nous aimons les débats. Il y en a eu. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Et je crois que la CENI a apporté la preuve qu'elle a la capacité de nous conduire dans ces processus. On a vu quelques petites ratés, notamment avec ces machines qui produisaient parfois justement des photos qui n'étaient pas très bonne qualité. Mais il me semble que tout ça a été corrigé depuis lors. Et que quelques machines parfois qui... quelques machines qui tombaient en panne. Voilà. Mais de plus en plus, les informations qui nous parviennent ici, du terrain démontrent que quand même la CENI a
maîtrise de plus en plus la situation et qu'on doit lui faire confiance. Si ce n'est pas trop vous déranger, votre choix pour la prochaine présidentielle? Pas encore fait le choix? Il n'y a pas encore de candidat. Comment voulez-vous que je choisisse? Pas encore de... Je choisirai le moment venu. Okay. Bon, de toute façon, vous serez vous-même... Sauf que je voudrais noter, bien entendu, que moi je suis président d'un parti politique, Action pour un Congo nouveau, qui est membre de l'Union sacrée de la Nation. Et l'Union sacrée de la Nation aura un candidat, et le candidat est déjà connu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Et vous pensez qu'il a droit à une deuxième... un deuxième mandat, la confiance du peuple? Tout à fait normal, tout à fait normal. Vous savez, 5 ans dans ce pays, un pays qui a été détruit tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas en 5 ans qu'on peut avoir des résultats. C'est comme lorsque on vous demande de boucher un trou de 10 mètres, lorsque vous n'avez bouché que 2 ou 3 mètres, ça reste toujours... il y a toujours un grand écart. Un grand écart, n'est-ce pas, un grand vide. Et ceux qui ne voient pas en profondeur croient que vous ne faites pas du travail. Non, je pense que le président et son équipe font du bon travail. Il faut leur donner la chance de poursuivre et d'achever ce travail qu'ils ont commencé. Le chef de l'État a droit à 2 mandats. Et donc, quoi de plus normal que de le lui donner? Il faut qu'on le lui accorde, qu'on l'accompagne et qu'il puisse poursuivre le travail qu'il a commencé. Et parce que vous pensez que ce qu'il a fait, il a bien fait les choses? Bon, l'heure du bilan n'est pas encore arrivée, je pense. Quoi qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des signaux positifs. Il y a des signaux positifs. Il y a aussi des ratés, ça il faut admettre, les choses telles qu'elles sont. Il y a des ratés, mais je pense que le plus important, c'est de considérer qu'il y a de plus en plus de la lumière qui jaillit de quelque part. Il faut donc encourager. Il faut accompagner. Un petit message à la population du Nord Kivu, depuis la ville de Kinshasa. Un message de compassion. Un message de compassion parce que c'est une population qui souffre énormément. Un message d'encouragement. Un message de solidarité pour dire à cette population aujourd'hui meurtrie que nous sommes avec elle. Il faut qu'elle nous fasse encore confiance, qu'elle sache que nous sommes là pour la défendre. Vous êtes pendant les vacances parlementaires. Bon, même les sénateurs descendent sur le terrain. Est-ce que vous pensez faire quand même un tour, même si ce n'est pas en quittant la ville de Goma, est-ce que vous pensez quand même faire un tour? Mars, c'est pas très loin. Je fais un tour assez régulièrement sur place à Goma. Et donc, je vais certainement y rentrer avant la fin des vacances parlementaires. C'est chez moi et c'est tout à fait normal que j'y aille. C'est chez moi et j'ai aussi une obligation de redevabilité vis-à-vis de cette population qui m'a élu. Et il est tout à fait normal que de temps en temps j'y sois. Merci à vous, Célestin Vunabandi Kanyamigo, votre poste nom. Vous êtes actuellement sénateur en République démocratique du Congo, ancien ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'évoquer avec nous cette situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Surtout cette situation qui reste préoccupante. Vous nous avez dit ici que vous gardez espoir, qu'il y aura des solutions. L'on espère, c'est peut-être une dernière question, l'on espère qu'il y aura une solution définitive qui permettra à ce que le M23 ne revienne pas. C'est tout notre espoir. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a donc accompagnés pour ce nouveau numéro d'entretien. Vous également, si vous avez à dire, n'hésitez pas de nous contacter. Nos portes restent grandement ouvertes pour évoquer avec vous plusieurs sujets, notamment les sujets d'actualité. Merci encore une fois. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.